On en a vu dans le café, dans les crèmes, dans des gummies, des vapes, des friandises pour animaux et même dans des oreillers. Mais d'où vient le CBD? Et pourquoi le monde est-il soudain devenu obsédé par un cannabinoïde non psychotrope? Pour répondre à cette question, il faut remonter à un scientifique israélien, un groupe de hippies dans une cabane de Californie, un entrepreneur britannique à une petite fille du Colorado, à une avancée dans la législation suisse et à une poignée de breeders qui ont tout changé. Cette vidéo est sponsorisée par CBDO, la boutique en ligne qui a tout compris à la livraison de CBD. Avec eux, c'est simple. Tu commandes avant 14 h, ton colis part le jour même et tu le reçois le lendemain. Livraison Chronopost 24 h offerte dès 50 €, emballage discret et inodore et toujours un petit cadeau dans le colis. En cas de souci, leur service après-vente est dispo 7 jours sur 7 et te renvoie ton colis sans frais. Pas étonnant qu'ils aient atteint 9,6 sur 10 sur plus de 1000 avis. Côté produit, il y a tout. Fleurs, résine, huile, une équipe de passionnés qui testent et sélectionnent tout avec soin. Mention spéciale pour leurs fleurs hydroponiques, un peu plus chères, mais honnêtement, elles valent largement leur prix. Et si tu veux te faire plaisir, tu peux utiliser le code promo NEWSWEED pour bénéficier d'une offre spéciale sur ta commande. Ça se passe sur cbdoo.fr, cbdoo.fr, le lien est en description. Merci à eux de nous accompagner toute cette année et de nous permettre de faire cette vidéo. Le CBD aura mis plus de 50 ans à arriver devant la scène. Et pour comprendre son émergence, il faut se rendre un soir d'hiver 2011. Une équipe hétéroclite d'activistes, de médecins, d'écrivains et de cultivateurs de cannabis est assise en cercle dans une maison située dans les collines à quelques heures au nord de San Francisco, là où la région viticole devient la région de l'herbe. Ils discutent du potentiel thérapeutique du CBD et de la manière de le faire prendre au sérieux. Parmi ce groupe se trouvaient Samantha Miller, une biochimiste, Martin Lee, un journaliste qui écrit sur l'histoire sociale du cannabis, Fred Gardner, un activiste formé à Harvard qui sensibilise au CBD depuis les années 90 et qui, à force de conviction, a réuni ce large panel à la cause du CBD. On y trouve aussi des cultivateurs comme Lawrence Ringo et Wade Lofter. Leurs noms ne vous disent peut-être rien, mais ils ont été parmi les premiers en Amérique à cultiver des variétés riches en CBD. On leur doit notamment les variétés Harlequin et Sour Tsunami, dont nous reparlerons plus tard. Nous nous demandions ce que nous pouvions faire avec ça, se souvient Samantha Miller. Biochimiste obstinée, elle cultivait du cannabis depuis l'âge de 14 ans et a quitté un salaire à 6 chiffres pour créer son propre laboratoire d'analyse. Depuis quelques années, Fred et son groupe se demandent ce qu'ils peuvent faire avec ce composé alors presque inconnu du cannabis. Samantha et son groupe administrent depuis quelques mois un site, Project CBD, où chacun peut consulter des études organisées par maladie ou état de santé. La quasi-totalité de son lectorat recherche des informations sur les malades chroniques, le cancer, la SLA ou des maladies graves qui ne réagissent pas aux médicaments prescrits. À cette époque, plusieurs études menées sur des rongeurs et des cultures cellulaires ont en effet suggéré que le CBD pouvait protéger le système nerveux, moduler le flux sanguin, ralentir la croissance des cellules cancéreuses et soulager les crises d'épilepsie, la douleur, l'anxiété ou l'inflammation. Les produits CBD étaient quasi inexistants à l'époque et les malades dépendaient souvent de la générosité des growers. En plus de tout ça, il était impossible de faire tester les variétés de cannabis pour savoir si elles contenaient du cannabidiol. Les appareils de mesure n'étaient pas calibrés pour détecter le composé. Ce n'est que début 2009 que le laboratoire Steep Hill, créé par Steve DeAngelo, trouve la bonne manière de faire. Samantha Miller, qui fait partie de notre groupe de hippies, embrayera sur le créneau et créera son laboratoire Pure Analytics en 2010. C'était aussi pour elle un moyen de convaincre les dispensaires de cannabis de distribuer largement des produits CBD et de persuader un plus grand nombre d'agriculteurs de cultiver des variétés contenant du cannabidiol, habituellement peu recherchées car non psychotropes. Sans parler d'éduquer le public sur ces bienfaits prometteurs grâce à leur site internet. En ce sens, et si on les regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, ce groupe d'activistes a réussi son pari, faire connaître le CBD. Ils ont toutefois aussi dû compter sur une petite fille pour ce faire. La véritable ruée américaine vers le CBD intervient à partir d'août 2013, lorsqu'une émission spéciale de CNN présentée par le docteur Sanjay Gupta dresse le portrait d'une fille de 6 ans du Colorado, Charlotte Figi, qui utilisait du CBD pour son épilepsie, ainsi que des frères qui cultivent une variété spéciale de chanvre, les Stanley Brothers. Charlotte souffre du syndrome de Dravet, une forme rare et grave d'épilepsie. À l'âge de 5 ans, elle subit des centaines de crises par semaine, parfois toutes les 30 minutes. La médecine conventionnelle avait échoué. Ses parents, désespérés, se sont tournés vers une source inattendue, le cannabis. Paige, sa maman, dans ses recherches pour soigner sa fille, avait pris connaissance d'une petite étude en double aveugle menée au Brésil sur le CBD chez des patients épileptiques. Le nom d'un des scientifiques impliqués vous dira peut-être quelque chose. Raphaël Mechoulam, le célèbre scientifique israélien. Dans l'étude, 8 personnes ont reçu du CBD et 8 autres un placebo. Les symptômes ont presque disparu chez la moitié des personnes ayant reçu du CBD, et 3 autres ont vu l'intensité de leur crise diminuer. Une seule personne du groupe placebo a progressé. Pour Paige Figi, il n'y avait rien à perdre. Fallait-il encore trouver des plantes ou extraits CBD?
Page se rend dans des dispensaires, appelle des milliers de patients, de militants et de pharmacies à la recherche d'un cannabis à faible teneur en THC, le THC aggravait les crises de Charlotte, et à forte teneur en CBD. Elle tombe finalement sur Joel Stanley, l'un des 6 frères Stanley, qui cultive 5 plantes avec un rapport de 31 entre le CBD et le THC. Décision est prise d'essayer leur extrait sur Charlotte, après avoir calculé méticuleusement le dosage. « Je lui ai donné sa première dose, dit-elle, et ça a marché. » Charlotte est ainsi passée de 300 crises par semaine à quelques-unes par mois. Son histoire, largement relayée par CNN, a propulsé le CBD sous les feux de la rampe mondiale. Pour la première fois, les gens ont vu le cannabis non pas comme une drogue dangereuse, mais comme un médicament capable de changer des vies. L'histoire de Charlotte a déclenché un mouvement. Des familles de tous les États-Unis ont commencé à déménager dans le Colorado, désespérées d'avoir accès à l'huile CBD. Ce qui était autrefois un produit dérivé du cannabis de niche est soudainement devenu une bouée de sauvetage, alors que le monde entier observait. Et les frères Stanley ont vu leur liste d'attente pour leur huile passer de 40 à 15 000 personnes, déclenchant le succès de l'entreprise Charlotte's Web, nommée d'après Charlotte Figi et le nom de la variété créée pour elle. Ici encore, les histoires de breeders divergent sur ce qui est vraiment la Charlotte's Web. Mais d'aucuns diraient qu'il s'agit très certainement d'une sorte Sonami, créée par nos hippies californiens. En parallèle, un troisième événement permet d'expliquer la sortie du CBD d'une relative obscurité et l'émergence d'une large conscience publique. Scientifiquement, le CBD a été isolé et synthétisé en 1963 par Raphaël Mechoulam, un an avant qu'il ne fasse de même pour le THC. En 1980, Mechoulam publie les résultats de la petite étude dont nous avons parlé. Il suggère que le CBD peut être bénéfique pour réduire les crises chez les patients épileptiques. Dans l'équipe de Mechoulam, un scientifique brésilien, Elisaldo Carlini, est en contact avec Carlton Turner, un Américain qui a contribué à la mise en place du projet gouvernemental de recherche sur le cannabis à l'Université du Mississippi. Les recherches de Mechoulam et Carlini n'ont pas pu être reproduites aux États-Unis, en partie parce que très peu de personnes avaient accès à du CBD. L'herbe conservée dans le seul laboratoire de cannabis autorisé par le gouvernement à l'Université du Mississippi et l'herbe illégale fumée dans tout le pays ne contenaient que des traces de cannabidiol. À cette époque, toutefois, les émissaires de la contre-culture californienne parcouraient souvent le monde à la recherche de variétés uniques de cannabis. Le plus influent de ces collectionneurs s'appelait David Watson, que vous connaissez peut-être sous le nom de Sam the Skunkman. On le voit ici à l'époque avec sa femme Diana. Au début des années 70, M. Watson a vendu ses biens et s'est mis à faire de l'autostop du Maroc à l'Inde, se liant d'amitié avec des cultivateurs locaux en cours de route. David Watson s'est finalement installé à Amsterdam pour examiner ces milliers de variétés de cannabis dans sa propre entreprise agréée par l'État néerlandais, Hortafarm BV. Il a fait un appel à un ami, un botaniste américain nommé Robert Connett Clark, désormais très connu pour ses livres sur le hashish, pour l'aider. Lorsque messieurs Watson et Clark ont entendu parler des recherches sur le CBD menées par Carlini au Brésil, ils ont identifié puis sélectionné des variétés de CBD. C'est ainsi qu'ils ont fait une découverte. Le CBD atténue les effets secondaires du THC, la sédation, l'ivresse ou encore l'accélération du rythme cardiaque. En 1996, la Californie légalise le cannabis médical au sein de sa proposition 215, renforçant l'intérêt pour le cannabis pour les malades. Au printemps 1997, des patients atteints de sclérose en plaques organisent une réunion publique à Londres, qui attire l'attention de l'entrepreneur pharmaceutique Geoffroy Guy et qui s'engage à les aider à atteindre leur objectif. Anecdote, Geoffroy Guy a travaillé dans l'entreprise française Pierre Fabre dans les médicaments botaniques. Guy a observé que le cannabis utilisé en Angleterre par les patients atteints de sclérose en plaques et d'autres personnes faisant état de bienfaits médicaux contenait des quantités substantielles de CBD et de THC. La psychoactivité réduite du cannabis riche en CBD serait un argument de vente clé lorsqu'il présenterait au ministère de l'Intérieur son projet de production d'un médicament à base de cannabis de qualité pharmaceutique. Sa société, GW Pharmaceuticals, a reçu l'autorisation de cultiver du cannabis à cette fin au printemps 1998. Mais il y a un petit problème, le Dr Guy n'a aucune expérience directe de la culture du cannabis. Alors, où et comment se procurer les plantes pour lancer son programme de recherche? L'inspecteur en chef du ministère de l'Intérieur informe le Dr Guy du travail de Robert Connett Clark, Dave Pate et David Watson, ces Américains qui s'étaient installés aux Pays-Bas dans le but de mener des recherches sur la culture du cannabis et de produire des matières premières pour des produits médicaux. Par coïncidence, le Dr Guy les avait déjà rencontrés l'année précédente. Hortafarm était pleinement autorisé par le gouvernement néerlandais à mener des recherches sur les variétés de cannabis susceptibles d'être utiles dans le cadre d'un traitement médical. Le Dr Guy se rapproche donc d'Hortafarm et finit par obtenir sa bibliothèque génétique, notamment les variétés à prédominance CBD qu'ils avaient sélectionnées en interne. Ainsi, GW dispose immédiatement des variétés riches en THC et en CBD dont elle avait besoin pour commencer ses recherches. En l'espace de quelques années, GW formule 3 extraits. Un à dominance THC, l'autre à dominance CBD et le troisième à un ratio 1-1 THC-CBD. GW découvre finalement qu'une combinaison 1-1 d'un chémovar à forte teneur en THC et d'un chémovar à forte teneur en CBD présente la plus grande latitude d'effet et de prévention des effets secondaires. Cette variété donnera lieu au Sativex. Et suite au succès des huiles CBD sur l'épilepsie,
GW s'empresse de faire approuver une huile CBD sous le statut de médicament par la FDA aux États-Unis, l'Epidiolex, qui est disponible en France sous autorisation temporaire d'utilisation depuis fin 2018. Voici pour la découverte du CBD pour son potentiel thérapeutique. Mais vous l'aurez compris, il n'y aurait pas autant de chanvre à dominante CBD sans des breeders, des pionniers qui ont créé les génétiques anciennes et actuelles. Et si l'on pourrait penser qu'elles viennent de Californie, on se trompe. Il faut davantage se diriger vers l'Espagne. En 2004, lors de la première Spannabis, Remy, le fondateur de Reggae Seeds, achète un pack de graines de New York City Diesel à Soma. Parmi les plantes issues de ce lot, il sélectionne 3 mâles, dont l'un se distingue par un arôme diesel particulièrement intense et caractéristique. Avec ce mâle, Remy réalisa plusieurs croisements fondateurs, donnant naissance à la Juanita la Lacrimosa et à la Calidja. Remy poursuit ses sélections sur la lignée Calidja, se concentrant sur un mâle atypique. Il ne fleurit pas sous 18 heures de lumière, il produit une résine abondante et il dégage un parfum remarquable. Ce mâle devient la pierre angulaire de Reggae Seeds, utilisée pour créer des variétés emblématiques telles que la Dance Hall, Juanita la Lacrimosa et Calidja, et la Dub Critical Mass X Calidja. Tout semble indiquer que le mâle diesel d'origine transmit le gène du CBD à une partie de sa descendance, notamment à Juanita la Lacrimosa et au mâle Calidja. En 2008, Alex, le gendre de Soma, rend visite à Remy et lui achète un lot de graines, qu'il ne lui paya jamais. Il revendit ensuite ce lot à Jaime de Resin Seeds, en affirmant à tort qu'il s'agissait d'un croisement MK Ultra X G13 Haze. Jaime sema une centaine de ces graines et sélectionna la variété Canatonic et Canatonic 2, issue donc d'un croisement de Dancehall et de Dub, fortement influencé par la diesel de Soma. Le résultat était imprévisible, unique et révolutionnaire, avec des phénotypes très différents au ratio THC-CBD particulier, 1,1, 2,1 ou encore 24,1. En 2008, Jaime présenta la Canatonic à la High Times Cannabis Cup d'Amsterdam, où elle remporte la 3e place dans la catégorie Sativa, une première historique pour une banque de graines espagnole. L'année suivante, lors de la Spannabis 2009, Jaime fit analyser les variétés Canatonic et 2 autres variétés issues du même lot de graines, la Dulce Cana ou Remedy et la Picantona ou Diesel Tonic. Leur forte teneur en CBD, inattendue à l'époque, fut une véritable révélation. Entre 2009 et 2010, il consacre alors toutes ses ressources à faire connaître cette découverte, lançant la première campagne mondiale de promotion d'une variété riche en CBD. C'est à cette époque que Jaime dîne avec Shanti Baba et lui explique cette nouveauté. Des discussions sont engagées pour donner naissance au CBD Crew, une collaboration entre Resin Seeds et Mr. Nice Seed Bank, avec un objectif clair: développer des variétés de cannabis riches en CBD à usage médical. À partir d'un croisement entre la Canatonic et un mâle Afghan Skunk de Shanti Baba, 2 génotypes produisent un ratio THC-CBD de 1,1 et sont isolés: la Z6 à dominance indica et la Z7 à dominance sativa. Cependant, les analyses révélèrent que tous les descendants n'exprimaient pas de CBD. Ils ont conclu que pour stabiliser la présence de CBD, il faut croiser un génotype THC pur avec un génotype CBD pur. Ils décidèrent alors de travailler avec des variétés contenant uniquement du THC qu'ils croisèrent avec la Dulce Cana. C'est ce qui donna les premières variétés stables du CBD Crew: CBD Critical Mass, CBD Shark Shock, CBD Mango Ace, CBD Yumi, Sweet and Sour Widow et CBD Medi Ace. Jaime a également conseillé le CBD Crew dans le cadre de son premier projet américain, qui donna naissance à 3 variétés: CBD OJ Kush, CBD Scoop Cookies et CBD Lily. Ces génétiques résultent de croisements entre la Remedy, anciennement connue sous le nom de Dulce Cana, et de clones américains d'élite issus de la vague Kush, ainsi qu'avec une sélection de Lily, une variété légendaire de la scène underground ibérique, créée par Original Delicatessen. Lily est elle-même un croisement entre une Congo et une Reina Madre, la variété emblématique d'Original Delicatessen, déjà utilisée pour donner naissance à Juanita la Lacrimosa. Pour la première fois dans l'histoire du cannabis moderne, une banque de graines propose une collection entière où tous les descendants affichent plus de 4% de CBD et toujours davantage de CBD que de THC. Grâce à cette constance inédite, le CBD Crew pose les bases d'un nouveau standard pour la sélection génétique du cannabis et attire rapidement l'attention d'autres banques de graines désireuses d'intégrer ces gènes stables et thérapeutiques à leur propre catalogue. Jaime a aussi voyagé aux États-Unis et laissé quelques graines là-bas. La Charlotte's Web serait ainsi une canatonique qui aura été renommée ACDC par le Dr William Courtney. D'autres sont arrivés en Israël, où Tikkun Olam revendiquera quelques années plus tard la paternité de leur variété, alors qu'elles sont issues de lots de graines de Z6 et Z7. Lawrence Ringo, à l'origine de la Sour Tsunami, dont l'un des parents est la New York City Diesel de 2004, la même variété qui introduisit le CBD dans la vague européenne, mettra aussi la main sur la canatonique et créera la Kanatsu, un mélange de canatonique et de Sour Tsunami. Ringo considérait la canatonique comme une plante d'un intérêt exceptionnel, et il alla jusqu'à croiser sa Sour Tsunami avec l'ACDC, sans savoir que cette dernière était en réalité un phénotype de canatonique. On retrouve aussi la canatonique dans la CBD René de la banque de graines canadienne House of the Great Gardener, qui gagnera le prix de la plus forte concentration en CBD lors de la High Times Cannabis Cup 2014 à Amsterdam, avec ce croisement de canatonique et d'un mâle René.
Mais alors que les huiles CBD faisaient la une des journaux aux États-Unis, bien après que les breeders espagnols aient diffusé leur variété CBD, une autre révolution se produisait en Europe, cette fois en Suisse. En 2011, le gouvernement suisse modifie sa réglementation, autorisant la culture du chanvre jusqu'à 1% de THC, sans restriction sur les variétés. 1% ça peut sembler peu, mais c'était juste suffisant pour que les agriculteurs puissent expérimenter de nouvelles génétiques et produire plus facilement du chanvre sans se soucier de dépasser le taux de 0,3, qui fait le plus souvent office de limite entre une plante légale et de la drogue en Europe. Le résultat, un produit qui ressemble au cannabis, en avait l'odeur et se fumait comme lui mais qui était légal. Les fleurs CBD ont rapidement fait leur apparition dans les bureaux de tabac suisses, commercialisées comme une alternative plus saine à la cigarette et sans ressentir les effets psychotropes du THC. Cela a marqué un tournant. Pour la première fois en Europe, le CBD n'est plus seulement un produit de bien-être vendu en huile, mais une expérience pour le consommateur. Les gens peuvent voir et toucher du cannabis en toute légalité. Le modèle suisse est devenu un exemple pour les pays voisins et la demande de fleurs CBD s'est répandue à travers le continent. Les pionniers de la vente de fleurs CBD en France sont apparus en 2018. Les chaînes télé se sont délectées des premières ouvertures de CBD Shop avec des files d'attente de plusieurs heures pour pouvoir s'acheter des fleurs de chanvre. Ne sachant que faire face à ce nouveau commerce, la réponse de l'État fut plutôt répressive, avec des contrôles, des saisies et des poursuites. Le premier point d'orgue de tout ce raffut fut l'affaire Canavape, où un vape pen CBD cristallisa l'attention jusqu'à aller devant la Cour européenne de justice, qui statura que le commerce du CBD était légal en France. Et c'était sans compter l'imagination des autorités françaises qui tentèrent d'interdire le commerce des fleurs un soir de décembre 2021. L'arrêté fut cassé illico presto par des avocats chevronnés qui se mobilisèrent pour défendre la filière. Aujourd'hui, le cadre français n'est toujours pas clair. En atteste le dernier rebondissement qui tente actuellement de mettre la vente de CBD sous le monopole des buralistes et qui détruirait de fait toute la filière de production et de distribution. Ainsi va la vie dans le domaine du CBD en France, qui navigue sans cadre réglementaire propre. Et si on agrandit à l'Europe, chaque pays fait ce qu'il veut. Les limites en THC pour séparer le chanvre légal du cannabis illégal sont propres à chaque pays. Ainsi, l'Italie fixe le taux à 0,6, là où la République tchèque ou la Suisse sont à 1%. Et aucune harmonisation n'est en vue. Malgré ces obstacles, le marché s'est développé partout en Europe. L'Italie et l'Espagne en producteurs européens, la France en grands vendeurs. Avec un peu de recul, on se rend compte que les variétés d'origine, la cannatonique et les hybrides CBD Crew, sont devenus les piliers de l'industrie mondiale du CBD avec l'apport de breeders de tout pays. On retrouve ainsi en magasin dorénavant des variétés américaines, mais aussi sud-américaines, qui profitent d'un faible coût de la main-d'œuvre sur place pour atteindre des prix dérisoires au kilo. En France, les producteurs misent désormais sur la qualité et tentent de faire face avec de petites productions souvent vendues au niveau local. Le CBD est finalement devenu le visage d'un nouveau type de cannabis, légal, grand public et de plus en plus accepté par la population. Et en un sens, nos hippies californiens ont bel et bien réussi. Avec le recul, ils déplorent aujourd'hui l'élan mercantile qui a entouré le CBD, voyant certaines personnes initialement tournées vers le soin basculer dans cette filière par simple appât du gain. À l'aube de sa mort, Metchulam regrettera, lui, que son étude sur l'épilepsie n'ait pas fait plus de bruit à l'époque. Finalement, quelle est la prochaine étape pour le CBD? Premièrement, la réglementation. L'Union européenne et les gouvernements nationaux débattent encore de la manière de classer le CBD, comme complément alimentaire, comme nouvel aliment ou même comme médicament. Des règles claires seront essentielles pour l'avenir de l'industrie. Deuxièmement, l'innovation. On trouve déjà du CBD dans des boissons, des produits de récupération sportive, des soins de la peau et même des produits de bien-être pour animaux de compagnie. À mesure que les consommateurs se familiarisent avec les cannabinoïdes, les composés mineurs et naturels tels que le CBG, le CBC ou le CBN pourraient également gagner en popularité. Et troisièmement, la normalisation. Le CBD a joué un rôle considérable dans l'évolution de la perception du cannabis par le public. Pour beaucoup, il a constitué une porte d'entrée douce qui a montré que le cannabis pouvait être bénéfique, sûr et légal. Car au final, c'est la même plante, avec des dosages en cannabinoïdes et des usages différents. Ce changement pourrait ouvrir la voie à des réformes plus larges en matière de cannabis en Europe et au-delà. De la lutte de Charlotte contre l'épilepsie aux agriculteurs suisses expérimentant le chanvre, en passant par les magasins européens repoussant les limites de la légalité, le CBD a parcouru un long chemin en un peu plus d'une décennie. Son histoire est encore en cours d'écriture, mais une chose est claire, le CBD a changé à jamais la façon de voir le cannabis. Pour ceux qui ne le savent pas, Charlotte est décédée en 2020 pendant la pandémie de Covid. D'autres enfants ont pris le relais médiatique, Billy Caldwell par exemple au Royaume-Uni. Je pense aussi à Well en France et bien d'autres ailleurs. Malheureusement, ces histoires sont tragiques. Les pays qui ne permettent pas l'usage médical d'un traitement jouent avec la vie de malades, enfants ou adultes, et leur refusent un confort de vie apporté par ces principes actifs. Et c'est là sans doute toute l'ambiguïté du CBD. D'une molécule qui semble pouvoir faire de grandes choses, un marché s'est créé autour de produits bien-être dont les effets peinent parfois à se faire sentir. Et dans un pays comme le nôtre où le cannabis est interdit, on en trouve pourtant légalement quasiment partout, pourvu que son taux de THC soit inférieur à 0,3%. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire du CBD, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo. Et selon vous, quelle sera la prochaine grande étape pour le CBD? Faites-le nous savoir dans les commentaires.
Merci d'avoir regardé et à très vite.